Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose la présentation d'un nouvel outil qui peut être utile lorsqu'on aborde la méditation. Cet outil je peux vous le présenter aujourd'hui grâce à deux personnes. La première c'est Abraham Maslow qui est un psychologue américain qui est né en 1908 aux États-Unis et qui est mort dans les années 70 si je ne me trompe pas. Et la deuxième personne grâce à Florine Fon qui anime et produit le blog Méditation pour petits et grands sur Facebook et qui a aussi son site internet. Et j'ai sollicité Florine justement pour co-construire cet outil-là, puisqu'on est toujours plus clairvoyant à plusieurs cerveaux pour réfléchir. Mais encore aujourd'hui, l'outil que je vous propose est améliorable. Et justement, cet outil-là, il n'est pas figé. Là, c'est le résultat d'une co-construction à deux, mais après, il est encore améliorable et vous allez pouvoir me faire des retours pour m'aider à compléter. Enfin, je vous expliquerai dans la suite de la vidéo. Mais en tout cas, maintenant, je vais vous présenter la première pyramide, qui est la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins de Maslow. Alors très rapidement, Maslow, c'est un psychologue américain qui est considéré comme le père de l'approche humaniste. Et il est également connu pour son explication de la motivation par la hiérarchie des besoins, souvent qu'on représente sous la forme d'une pyramide, d'où la pyramide de Maslow, la pyramide que je vous présente tout de suite. Avant de vous présenter la pyramide, je vous rappelle que lorsqu'on présente un outil qui est surtout figé sur le papier et qu'on a mis noir sur blanc, peut avoir une apparence un petit peu rigide, un petit peu figée, mais un outil, il faut se rappeler que c'est quelque chose qui va nous aider à poser des indicateurs, à nous donner des références pour justement avoir une grille de lecture différente, nous aider à donner du sens, à identifier des besoins et à comprendre dans quel processus, dans quel mécanisme on est ancré et pouvoir apposer justement par rapport à notre situation personnelle nos besoins, nos motivations. Alors dans son approche, Maslow et dans la construction de cet outil, il va utiliser la forme de la pyramide et la décliner en 5 niveaux. Le premier niveau, ça va être les besoins physiologiques, on va dire les besoins primaires, naturels de l'être humain, qui peuvent être déclinés comme la faim, la soif, la survie, la sexualité, le repos et l'habitat. Dans les grandes lignes, du coup, Maslow propose de hiérarchiser les besoins de l'homme, et du coup, les premiers besoins que l'homme doit satisfaire sont liés justement à ces domaines-là. Si l'homme n'a pas comblé sa faim, sa soif, sa survie, et n'est pas garanti que sa survie peut être assurée, s'il n'est pas en train de satisfaire sa sexualité, son besoin de repos, et qu'il n'est pas à l'abri dans un habitat, à l'abri de la chaleur, à l'abri du froid ou même de la chaleur aussi. Mais du coup, ça c'est les premiers besoins que l'homme doit satisfaire avant de pouvoir commencer à penser à satisfaire les autres besoins. Évidemment, ce sont les grandes lignes de la théorie de Maslow, car ce n'est pas aussi figé que ça, je vous expliquerai un peu plus tard. Ensuite, selon lui, les deuxièmes catégories de besoins à satisfaire, c'est le besoin de sécurité. C'est se sentir en sécurité, pouvoir faire confiance, pour pouvoir évoluer sereinement et s'épanouir. Dans ce second niveau, on va pouvoir voir apparaître un peu l'idée de se sentir en sécurité. Ça, c'est notre environnement, justement. Alors, lorsqu'on est dans la société, par exemple, tout ce que la société met en place, et pour garantir justement notre sécurité. Il faut qu'on ait confiance en cette société pour garantir cette sécurité. De même que lorsqu'on est dans un groupe ou dans la famille ou quoi que ce soit, la motivation du groupe est aussi de trouver une certaine stabilité pour garantir la sécurité du maximum. D'où aussi le fait de pouvoir faire confiance au groupe pour pouvoir s'épanouir pleinement et satisfaire ses besoins de sécurité justement. Ensuite, dans ce troisième stade, on voit le besoin d'appartenance qui ramène au fait d'être aimé, écouté, compris, l'estime des autres, faire partie d'un groupe, avoir un statut. Ici, à ce niveau-là, l'individu il va chercher à combler ce besoin en s'intégrant dans des groupes, en trouvant des gens qui l'aiment, qui le respectent, qui le valorisent, qui reconnaissent justement ce qu'ils ont en commun et vont pouvoir apprécier ce qui peut apporter son rôle et sa fonction dans le groupe. Et on peut aussi déjà noter que lorsqu'on arrive à pouvoir combler ce genre de besoin, déjà, lorsqu'on en est ici, on en oublie que lorsqu'on avait faim, on se moquait justement de l'amour. Lorsqu'on était à la première étape et qu'on n'avait pas à satisfaire son besoin de faim, on n'était pas tout de suite déjà à penser à cette valorisation par l'affect, par l'amour, par la valorisation des autres.
Le quatrième stade, la quatrième étape serait le besoin d'estime, ce qui nous renvoie au sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. Lorsqu'on arrive déjà à ce quatrième niveau, le besoin d'estime personnelle, on arrive dans des choses un peu plus complexes. Ce besoin, il est jamais comblé de manière définitive. La vie, le contexte fait que l'on doit parfois y revenir, et du coup, c'est un peu dans l'idée, on se dit jamais, bon bah ça y est, l'estime de moi, mon estime de moi est plutôt bien, du coup, je passe à autre chose. C'est pas dans ces termes-là. Il faut voir ça plutôt comme quelque chose de dynamique et en constant mouvement. Et du coup, ça renvoie forcément à tout ce qui concerne la confiance en soi, l'indépendance, la liberté, et sans oublier aussi le côté estime de soi. Il faut avoir une bonne réputation entre guillemets, et ça veut dire qu'il faut, on aime bien avoir le retour d'une image positive de nous-mêmes. Et le cinquième stade, le cinquième niveau de besoin est le besoin de s'accomplir, développer ses connaissances, mettre en œuvre ses valeurs. C'est ce que Maslow va aussi appeler la réalisation de soi. Ce qu'un homme peut être, il doit l'être. Comme par exemple, il va dire un musicien doit faire de la musique, un artiste doit peindre, un poète doit écrire, s'ils veulent être heureux. Selon Maslow, ce cinquième niveau est atteint que par un individu sur 100. C'est-à-dire qu'à la société actuelle, elle récompense et elle pousse les gens à rester dans le niveau 3 ou 4, notamment avec le concept d'avoir toujours plus. Une plus belle voiture, un plus bel appartement, une plus belle femme, un plus beau corps, etc. Et justement, il est intéressant à ce niveau-là de penser en termes d'être. Qui ai-je envie de devenir à la place de qu'ai-je envie d'avoir? Alors dans cette première pyramide, on voit bien apparaître du coup les 5 niveaux de besoins, mais Maslow s'est pas arrêté là à dire que ces besoins étaient à satisfaire de manière linéaire. Du fait, comme je vous ai expliqué, une fois qu'on a satisfait le premier niveau de besoin, on peut passer au deuxième, puis ensuite au troisième, au quatrième et au cinquième. Non, il va penser plutôt que les choses sont de manière assez justement simultanée, et qu'on peut commencer à combler déjà des besoins du deuxième niveau, du troisième niveau, avant même d'avoir satisfait la totalité de ces besoins du premier niveau. Mais après justement, je vais vous montrer une deuxième pyramide qui justement va plutôt prendre ça en compte et matérialiser ce processus aussi, le fait qu'on ne soit pas dans une forme de rigidité. Alors maintenant, je vais vous présenter la deuxième pyramide, la pyramide de la méditation, ou plutôt des besoins liés à la méditation. Sur le même principe, j'ai essayé d'imaginer un outil qui était construit un peu de la même manière que la pyramide de Maslow, et du coup pour le contenu, comme je vous le disais, j'ai sollicité Florine Blog Méditation pour m'aider justement à formuler, à pouvoir avoir des idées plus synthétiques, comme c'est pas forcément mon fort, et du coup c'est un peu le résultat de nos allers-retours par rapport à justement cette fameuse pyramide de la méditation. Alors cette pyramide-là, forcément, elle représente les besoins pouvant découler de la pratique de la méditation de manière hiérarchisée. Elle est un support pour aider à situer ces besoins, à identifier les intentions qui en découlent. Elle donne des indicateurs aussi pour aider à donner du sens à la motivation. Alors pour mieux me faire comprendre, c'est justement de pouvoir lire ces besoins-là, de savoir un petit peu la déclinaison des besoins qui peuvent découler de la méditation. Ça peut être important justement pour vous aider lorsque notamment vous essayez la méditation, vous pensez qu'elle n'est pas faite pour vous, mais en fait c'est peut-être pas la méditation le problème, mais plutôt le fait d'avoir mal identifié les besoins liés à la pratique de la méditation, nos propres besoins, en sachant que c'est pas quelque chose de rigide et de figé, et que comme la dernière pyramide de Maslow, ça peut être quelque chose de dynamique où nos besoins ne sont pas satisfaits de manière définitive, et qu'on a besoin souvent de revenir aussi de temps en temps pour pouvoir justement accéder un petit peu plus à d'autres besoins. Ça peut être aussi un outil qui peut vous aider lorsqu'on rencontre parfois dans la méditation certains blocages ou on sent qu'on n'arrive pas à accéder à quelque chose. Et ben ça peut être aussi des fois le fait qu'il faut revenir à des besoins un peu plus basiques, on va dire, par rapport à la méditation, pour justement repartir. C'est un peu comme moi, j'ai un exemple souvent, mais ça c'est lié à ma pratique professionnelle, mais c'est pareil pour la méditation. Lorsqu'on s'habitue à une activité et qu'on
qu'on adopte des automatismes, bien souvent on oublie nos bases. C'est comme l'exemple du permis de conduire par exemple. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que vous avez votre permis de conduire que vous êtes un super conducteur. Bien souvent justement lorsqu'on a pris nos habitudes et qu'on a confiance dans les choses et tout ça, par exemple on peut oublier tout simplement en voiture de faire ses contrôles de sécurité, regarder ses rétroviseurs avant de freiner par exemple. Et ça c'est justement ce qu'on peut appeler aussi la déformation professionnelle qui fait qu'on s'automatise dans certaines choses et qu'on oublie l'essentiel, le principal. Et du coup, là, cette pyramide-là, c'est un peu dans ce sens-là, se dire, ça peut nous aider, c'est un outil, encore une fois, c'est pas une vérité figée, c'est un outil qui nous donne des indicateurs, et après, à nous-mêmes de se projeter dessus, c'est un peu des lunettes qu'on va regarder nos propres besoins par rapport à cette pyramide-là, à cette hiérarchie des besoins. Et selon les besoins et justement le sens qu'on va donner à notre pratique, ça va répondre à des besoins différents et du coup on va se tourner aussi vers des méditations différentes. Des méditations qui répondent à d'autres besoins et qui peuvent correspondre à certains stades. Et ça, c'est après, je vous en parlerai à la fin de la vidéo, c'est là où vous allez pouvoir nous aider aussi. Alors dans ce premier niveau, on va voir apparaître le besoin de dire stop, la prise de conscience. Un peu ce qu'on a nommé, nous, l'état des lieux, prendre conscience. Alors là, ce sont souvent les périodes justement où on va prendre conscience de quelque chose, soit par le biais d'un événement ou d'une situation qu'on aura vécue et qui souvent dans le commun des mortels, on va dire, ça va être la période où un événement assez fort émotionnellement va justement remettre en question nos priorités, remettre en question nos essentiels dans la vie, nos stratégies peut-être pour aborder ces essentiels-là. L'objet de la quête de notre chemin de vie est remis en question, on ressent une sorte d'éveil, un élargissement de notre spectre de l'attention. Le niveau 2, ça va plutôt être le besoin de se reconquérir, de prendre du temps pour soi. Ça va être lié justement à l'action de respirer, observer ses pensées, ses émotions, ses ressentis corporels. Ça va être dans la finalité de s'ancrer. Là, nous sommes vraiment dans justement la représentation de la méditation de pleine conscience pour tout ce qui nous renvoie au fait de porter son attention sur la respiration, sur ses pensées, sur ses émotions, sur ses ressentis corporels, pour prendre du recul sur ses habitudes, remettre du soi dans son champ de conscience et son champ d'attention. C'est vraiment se réancrer. Et là, nous serons plus dans le besoin de ralentir. Le troisième niveau, ça va être le besoin de changement, le besoin d'ajuster. On va changer ses habitudes, on va mettre en adéquation ses actes avec ses besoins, ses ressentis, ses intuitions, son chemin de vie. Et là, on va plutôt être dans le domaine du besoin d'agir en conscience, justement. Et on va peut-être là aussi être question de réduire justement l'écart qu'il peut y avoir dans certains conflits de valeurs qu'on peut vivre intérieurement. C'est aussi à ce moment-là qu'on va ajuster sa posture, on va peut-être avoir son regard qui change sur les choses, ses actes vont se modifier, on va vraiment plus agir dans la conscience et dans un champ d'attention plus élargi. Ensuite, le quatrième niveau, on a mis besoin d'explorer, sortir de sa zone de confort. Et là, c'est justement le besoin de pouvoir explorer, de se rendre compte qu'il y a d'autres choses à explorer que juste le champ du mental et le champ de perception qu'on a eu depuis tout ce temps. À travers la pratique méditative, du coup, on va chercher à explorer encore plus ses perceptions, à sortir de sa zone de confort, à vraiment réussir à déconnecter du mental et réussir à flirter avec le moment présent, à flirter avec le flot de la vie, avec l'énergie de la vie. Et c'est justement le début de l'exploration du champ de conscience élargi. Le cinquième niveau de besoin va être le besoin d'accomplissement, de dépassement, ce qui va nous renvoyer au fait de se réaliser soi-même, de s'accomplir. Et ici, lorsqu'on parle de s'accomplir, c'est bien s'accomplir dans sa nature profonde. C'est pas se réaliser dans sa vie, dans la vie de tous les jours. Là, on est vraiment dans un niveau de conscience élargie assez poussé, où justement on peut commencer à flirter avec les sensations de faire partie de ce tout, d'être parmi le tout, d'être une unité du tout, mais d'être connecté au tout. À ce moment-là qu'on va pouvoir être acteur vraiment dans la pleine conscience de sa vie, être créateur, qu'on va pouvoir créer son monde, créer sa réalité et pouvoir agir dessus en pleine conscience.
N'hésitez pas à me faire des retours justement pour compléter cette pyramide-là et pour pouvoir justement donner plus de contenu. Et aussi, derrière ça, ça permet aussi de donner beaucoup plus de saveur justement à ce genre de réflexion, de le co-construire et de le faire dans le partage. Parce que justement, c'est bien une des notions du partage, c'est d'accéder à des dimensions auxquelles on ne pourrait pas avoir accès tout seul. Et n'hésitez pas à me faire des retours, il n'y a pas de mauvais retours, il y a juste des retours qui sont sujets à discussion et à compléter justement la vision des choses et de pouvoir construire un outil commun qui serait justement l'outil que le groupe Veille Spirituelle a généré par rapport aux expériences de chacun et au regard de chacun. Et avant de vous quitter, je n'oublie pas de remercier vraiment Florine qui s'est rendue disponible, où justement on a pu faire des échanges de la pyramide plusieurs fois pour justement avoir des retours et pouvoir vous la proposer de manière la plus synthétique et la plus claire possible, même si au tout début elle avait eu aussi l'idée de justement de construire une pyramide, et du coup quand je lui ai soumis ma proposition, elle a tout de suite accepté, ce qui était plutôt cool. Et même si au début j'avais un petit peu peur qu'elle ne comprenne pas où je voulais en venir et le message que je voulais faire passer, elle m'a alerté plusieurs fois sur le fait de me dire sois un peu plus clair, j'arrive pas trop à comprendre où tu vas en venir, même si à la fin on a réussi finalement à construire, j'ai l'impression, un outil qui est cohérent et qui peut être aidant. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois sur la prochaine vidéo qui est déjà en cours d'élaboration, parce que là j'ai un sujet que je voulais aborder avec vous aussi, qui pour le coup n'est pas un outil mais qui est un partage de pensée, de regard par rapport justement à la monétisation du bien-être. A bientôt, à la prochaine vidéo.